C'est parti pour le récapitulatif de la semaine concernant l'actualité. On va, mesdames et messieurs, revenir encore une fois de plus dans cette émission Perfect Press pour analyser, décrypter les grandes questions d'actualité qui ont mouvementé la semaine. Bienvenue dans cette émission. Samedi 25 février 2023, mesdames et messieurs, on va faire le point sur la commémoration de la disparition d'Erosi Mukendi. C'était un certain 25 février 2018 et à ce jour, ça fait 5 ans jour pour jour. Erosi Mukendi qui a été abattu à la paroisse Saint-Benoît à Lemba Terminus et son procès se poursuit encore. La grande question reste à savoir qu'est-ce qu'on garde encore ou qu'est-ce qu'on retient encore du combat d'Erosi Mukendi? Est-ce que sa lutte pour la liberté et le respect des textes a-t-elle porté les résultats escomptés? On va essayer de réfléchir au cours de cette émission sur cette question. On va aussi faire le point sur le rapport de l'inspection générale des finances qui a enquêté sur le contrat chinois signé en septembre 2007. Ces contrats gagnant-gagnant selon le régime PPRD, mais pour l'inspection générale des finances, ces contrats a plus bénéficié à la Chine qu'au Congo. Des milliards de dollars ont été volatilisés. On parle de la surfacturation, on parle du détournement. On va essayer aussi de faire le point sur la réaction de l'ambassade chinoise qui estime que le rapport de l'IGF est constitué plus des préjugés que des faits réels. L'actualité, c'est aussi la sortie médiatique de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui est revenu sur cette question, cette problématique question de l'accord politique qui aurait porté Félix Tshisekedi au pouvoir. Corneille Nangaa fait savoir même qu'il était aux premières loges. Et cet accord, selon lui, a évité un bain de sang à la République démocratique du Congo. On va chuter, ou on va peut-être commencer par ça, avec la situation des Léopards Basketball qui vivent un calvaire en ce net moment. Sans argent, des préparations, sans prime, sans frais de logement, ils ont accepté de se déplacer jusqu'en Égypte pour participer aux éliminatoires du mondial basketball. Et nous apprenons aux dernières nouvelles qu'ils ont été même chassés de l'hôtel où ils étaient logés. Entre-temps, côté gouvernement, c'est le silence radio. Est-ce qu'il faut encore exercer la pression sur les réseaux sociaux pour que les ministres des Finances arrivent à débourser l'argent? On en parle au cours de cette émission. 2 professionnels des médias sont sur ces plateaux. Le premier, c'est Merveille Baelenge Irenge, directeur général du site d'information infovray.net. Bienvenue, cher Merveille. Merci beaucoup, Hervé Thomas. C'est un plaisir pour moi d'être là ce samedi, de commenter l'actualité que vous venez d'évoquer ici. Vous l'aurez bien remarqué que je suis aux couleurs de mon média parce que j'étais en reportage. Je n'ai pas eu le temps de rentrer à la maison pour changer. En gilet de reportage, oui, donc. Oui, j'ai dit, je dois honorer. Comme tout journaliste. Perfect Press, je dois honorer Hervé parce que cette émission, c'est parmi les émissions les plus suivies de la RDC. Comment allez-vous? Ça va. Moi, je vais bien, mais le pays ne va pas bien. Vous l'avez d'ailleurs vous-même annoncé. Nous allons en parler, par exemple, lorsqu'on constate l'équipe nationale de basketball s'est déplacée en Égypte et être chassée de l'hôtel par manque de moyens. Alors qu'il y a peu, il a suffi juste d'une petite pression pour que le ministère du Sport sorte 100 000 dollars pour un seul individu qui combat en solo en plus. J'ai bien dit en solo, alors qu'il y a toute une équipe qui est là-bas. Vous savez, les 100 000 dollars peut payer l'hôtel, le séjour des Léopards basketball en Égypte. Et lorsque nous allons critiquer, vous allez voir qu'on va nous traiter de tous les mots. On va aller plus loin jusqu'à citer les noms de Moïse Katumbi. Là-haut, s'il n'y en a pas, alors que nous sommes des journalistes et nous sommes des Congolais. Très bien. Lorsque ça ne va pas, il faut critiquer. Le jour où ça va marcher, vous allez me voir sur ce même plateau applaudir. Mais quand ça ne va pas, nous devons critiquer. Très bien. Le gouvernement doit faire diligence, comme il l'a fait dans le dossier Bakole. Le ministre des Finances lui-même l'a dit. Il a fait une déclaration gravissime où il dit qu'il a fait sous pression.
ben, qu'il fasse aussi sortir l'argent. On en parle tout de suite. Merveille Baileng, et vous rencontrez sur ce plateau quelqu'un que vous connaissez déjà bien. Vous avez longtemps partagé le plateau de la RTNC2, vous avez longtemps présenté les JT à la RTNC2, il faut le dire. C'est Christian Nyama Boukabea qui nous fait l'honneur de revenir encore ce samedi pour commenter l'actualité. Bienvenue, cher Christian. Merci Hervé, merci également à Merveille, surtout merci à tous les téléspectateurs de ces grands médias. Et nous sommes très heureux. On devrait tout faire pour honorer cette invitation. Vous savez, en dépit de votre état de santé qui dérange un peu. Malgré, nous espérons que ça va mieux marcher. Je crois que la semaine passée, c'était ma toute première sortie médiatique de l'année 2023 et aujourd'hui la deuxième sortie. Toujours sur ces plateaux. Donc c'est un honneur pour moi pour être aussi en face de Merveille Baileng. Et ce qui m'arrange encore est que tous, nous avons les mêmes origines. Tous des victimes de la gestion calamiteuse du feu Ernest Kabila. Il faut pointer plus Ernest Kabila. Et même sous Félix Tshisekedi. C'est d'ailleurs pendant cette époque, pendant ce moment-là que nous sommes partis. Il sait très bien. Parce que c'était à l'époque de Joseph Kabila, que la RTNC était dirigée par Ernest Kabila. Deux Kabila qui ont fait vivre un cauchemar. Le 18 septembre, nous avions été victimes de la gestion de ces pouvoirs entre la date. Kabila et Kabila. Heureusement, cela nous a rendu forts. Je me vois en face d'un directeur général d'un média. Ah oui. Moi également de mon côté. Chacun a évolué de son côté. Vous représentez une grande personnalité médiatique dans ces pays. Peut-être si on était encore dans ces carcans, on n'allait pas se retrouver en train de briller avec nos étoiles. Très bien, on va commenter l'actualité. Vous avez la parole pour ces premiers thèmes de l'émission. Dossier Léopard Basketball. Nous avons appris, comme tout le monde, les Léopards devaient participer aux éliminatoires du mondial basketball qui doit se jouer, je crois, c'est au Japon. C'est au Japon. Mais ils ont affronté d'abord les éliminatoires au niveau de l'Égypte. Au niveau de l'Égypte, en effet. Et ils ont voyagé avec, selon ce qu'on a appris dans les couloirs de la fédération, certains basketteurs auraient voyagé avec leurs propres frais. Du côté du gouvernement, rien n'a été décaissé, frais de logement, primes, rien. Alors rien. D'ailleurs, l'effectif qui se trouve sur place en Égypte est amoindri. Et on a déjà perdu le premier match. Je ne sais pas si on a déjà livré la deuxième rencontre. Nous parlons d'un budget de 16 milliards. C'est Christian. On a vu le ministre des Finances décaisser 100 000 $ parce qu'il y aurait, selon lui, pression des réseaux sociaux et des médias, mais pour les Léopards qui représentent toute une nation, c'est pratiquement la honte. Merci Hervé, je crois qu'on parle des Léopards basket, on ne parle pas du bilan budget du gouvernement, mais parler des Léopards basketball, je crois que c'est là où vous allez trouver la différence dans mes habitudes. Et quand c'est bon, on salue. Allez-y. Et puis on continue pour que les choses avancent. Et les Léopards, la première question qui m'intéresse, pourquoi certains d'entre les Léopards se sont dépensés eux-mêmes pour arriver jusqu'en Égypte? Est-ce que Bassoumara l'État? Mais on était à 48 heures de la compétition, il y avait urgence. Et on aurait pu accepter d'être disqualifié afin que la responsabilité incombe sur les gouvernements. Et vous savez ce qui allait arriver en cas de forfait? On allait être sanctionné pour 4 éditions consécutives du mondial. Ce n'est pas la première fois qu'une équipe soit sanctionnée pour une telle raison, mais les conséquences, on allait en supporter par rapport à celui qui gère le portefeuille des sports. Parce que aujourd'hui, voir une équipe nationale comme celle de basket, se déplacer dans ces conditions ou encore ne pas être bien encadré, ça fait un peu mal. Mais ce qui me fait encore réfléchir est que il n'y a pas longtemps que cette équipe a été sacrée championne d'Afrique. Et les joueurs de basketball... Est-ce qu'ils ont reçu leur véhicule? Ils ont reçu leur véhicule, leur Jeep de la part du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est qu'on doit aussi saluer manifestement pour comprendre que le chef lui-même, c'est le premier basketteur. Vous avez déjà vu même en image. Il est le premier en tout. Le premier sportif, c'est lui. Le premier basketteur, c'est lui. Ça, vous n'allez pas nier de son pouvoir. Alors, quand on se rend compte que la même équipe qui a bénéficié du soutien du chef de l'État après avoir été qualifiée championne du monde, d'Afrique plutôt, cette même équipe se déplace sans avoir bénéficié du soutien du gouvernement, ça paraît un peu louche. C'est par là qu'il faut, une fois de plus, interpeller d'abord la fédération de basketball avant d'arriver au ministre, parce que cet acheminement des choses suit une certaine logique.
On ne peut pas atteindre directement le ministre sans pour autant passer par la fédération de basket. Pourtant, pour le cas Bakole, on n'a même pas songé à la fédération. C'est une entorse, on ne peut pas tolérer ça. Moi, je me souviens, on a accompagné un champion MMA au cabinet du ministre des Sports. Il est en Afrique du Sud, il était là pour présenter sa ceinture. Nous avons rencontré le chargé de communication du ministre Dixon Yala, on a discuté et au finish, il fallait qu'on aille avec le président de sa fédération. C'est la fédération qui doit présenter l'athlète auprès du ministre pour que la démarche soit faite, soit menée correctement. Alors, si du côté des Bakole, on a fait cette entorse administrative, moi je n'accepterai pas. Je fais partie de ceux qui ont condamné cette manière d'agir du ministre des Sports en décaissant une telle somme pour une personne. C'est vrai que, comme Merveille m'a précédé, la boxe se joue toujours en solo, ça ne se joue pas en collectif. Il n'existe pas une équipe de boxe. Il y a toujours un boxeur qui va jouer seul pour défendre les drapeaux d'un pays. Exactement. Bakole en a fait pour son pays. Nous tous, on avait applaudi parce que devant les pugilistes français, c'était pas aussi une moindre affaire pour voir combien nous étions devant nos écrans comme si c'était la finale de la Ligue des Champions. Mais la procédure d'aller un peu en précipitation parce qu'il fallait lui donner l'argent, personnellement. Il y avait pression, selon les ministres. Cette pression des réseaux sociaux, pression de vous, journalistes. Pas la pression à moi personnellement, la pression des réseaux sociaux. Et des journalistes. Certains, pas tout le monde, parce que je ne pense pas t'avoir fait une pression sur Bakole, moins encore Merveille. Donc, certains journalistes, avec un intérêt aussi particulier, parce qu'aujourd'hui, c'est là que j'entends même la guerre entre journalistes, vous le savez. Il y en a qui s'insultent. Des journalistes des journalistes qui manquent de chemise. Un peu comme Merveille. Donc, un peu faut t'acheter une chemise. Je regrette que le basket ne soit pas prise en charge. Okay. Je pense qu'à travers cette émission, comme c'est l'une des émissions les plus suivies, le gouvernement pourra diligenter une équipe d'enquête rapidement. Très bien. Pour savoir ce qu'il faut faire afin d'accompagner l'équipe d'enquête. Merveille Bayelengue, le ministre des Sports n'est-il pas au courant de la situation des léopards? Est-ce que la fédération avait saisi les ministères et toutes les instances compétentes pour avoir les fonds afin de mettre les léopards dans de bonnes conditions? Est-ce que le gouvernement n'est-il pas au courant de tout ce qui se passe? Écoutez, à ce stade, il ne faut pas condamner la fédération. Il faut d'abord poser la question. Comment est-ce que les léopards ont obtenu les visas? Il faut poser cette question-là. La fédération a fait son travail. La fédération a fait un état de besoin. La fédération a envoyé. Le problème ici s'est posé au niveau du ministère du Sport et du ministère des Finances. Okay. On peut ajouter aussi les budgets. Là, à l'intérieur, c'est à ce niveau-là que tout bloque. C'est à ce niveau-là que tout bloque. Nicolas Kazadi, lui, parfois il nous dit qu'il ne cède pas à la pression. Parfois il dit qu'il a sorti, dépensé, il a sorti l'argent sous pression. Il faut exercer beaucoup de pression sur lui. Sous pression. Le problème, ce n'est pas la fédération. Donc, lorsque mon ami Nyamabo parle de la fédération, j'ai dit ici que c'est faux. Le problème, c'est le gouvernement. Et c'est un peu, en fait, trop hasardé de parler d'ailleurs du gouvernement général parce que chaque ministre est responsable de son secteur. Absolument. Le premier ministre ne va pas descendre de là où il est ou du ciel pour venir donner un ordre. On sait que les léopards basketball doivent se déplacer. Et je sais même que ça a été programmé parce que les calendriers de la FIFA et des autres fédérations, je ne sais pas, le basket, on dit FIBA, les calendriers est très bien ajusté et puis on envoie à toutes les fédérations. C'est publié d'abord en avance. C'est publié en avance. Donc, il n'y a aucune raison qu'on nous dise ici que voilà, la fédération a été en retard pour envoyer l'état des besoins, etc. Maintenant, là, c'est le ministre des Sports et c'en est de trop. Ces derniers temps, le ministre des Sports est mêlé soit à des cas de scandale, soit à des cas d'incompétence. Ça, c'est un cas d'incompétence parce que comment une équipe... Vous savez que c'est le Congo aujourd'hui. La honte, c'est pour toute la RDC, allais-je dire. Exactement. Lorsqu'on voit l'équipe nationale RD congolaise être chassée de l'hôtel,
Vous pensez que les Égyptiens vont nous respecter, nous les Congolais? Ça, c'est grave. Ces derniers temps, c'est comme si c'est le sport qui, en fait, a pris les dessus sur toutes les disciplines. Bon, les sports, c'est également une discipline. Je voulais tout simplement dire que c'est comme si... Le football? Non, pas le football, le secteur des sports qui a décidé d'humilier les pays durant l'année 2023. On a commencé par les footballs, par exemple, avec la non-homologation du stade des Martyrs, avec nos clubs qui ont décidé d'aller jouer à l'étranger plutôt que de jouer dans un stade au niveau national qui est homologué. Ils sont libres de choisir où jouer. Écoutez, sur le plan de l'image, c'est une faute grave. Très bien. C'est une faute grave. On pouvait comprendre, par exemple, l'ASV Club, par exemple, Lubumbashi et Congo-Brazzaville, il y a une distance, mais lorsque même Saint-Éloi Lupopo, qui est à Lubumbashi, décide d'aller en Zambie, plutôt que de jouer à Lubumbashi, automatiquement, ça fait tomber... Lubumbashi et Zambie, c'est quelques mètres. Et s'il vous plaît, mais entre le stade de Saint-Éloi Lupopo et le stade d'ITP Mazembe, c'est juste quelques kilomètres, et même pas ça. Mais le stade d'ITP Mazembe, c'est sur le sol congolais. C'est ce que je suis. Alors, que faire aujourd'hui pour sauver la situation des Léopards Basketball? Non, mais écoutez, le gouvernement ou le ministre des Sports et le ministre des Finances doivent faire diligence. On a perdu déjà le premier match. Nous pouvons gagner le deuxième match. Avec un effectif très amoindri. Nous pouvons gagner le deuxième, le troisième, etc. Il suffit juste d'envoyer les moyens. Je vois parfois les ministres des Sports prendre un avion avec l'argent dans sa mallette pour aller secourir les léopards. Je l'ai vu tout récemment ici lors du Chan. Les joueurs préfèrent ça. Les Maboko Bank. Le ministre peut aussi faire la même chose pour aller très vite ou bien envoyer l'argent. Nous avons une représentation diplomatique là-bas. Quel est son rôle exactement? Donc moi je pense que nous devons être sérieux. Et tout ça, en fait, ça va dans les bilans du président de la République. Il ne faut pas politiser les sports. Non, écoutez, le sport, c'est... Non, il faut faire très attention. La politique englobe le tout. Et lorsque une équipe nationale va jouer, sachez que c'est dans les prérogatives du gouvernement de mettre les moyens. Lorsque le gouvernement ne met pas les moyens en jeu, donc c'est l'échec du gouvernement. Voilà pourquoi j'ai dit qu'à la fin, tout va retomber sur la tête du président de la République parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Très bien. Christian Nyamabou, stade des Martyrs non homologué, stade Kibasa Maliba non homologué, nos clubs jouent à l'extérieur. Le problème de notre sport, est-ce que c'est désormais Serge Condé ou Serge Condé est justement victime de la mauvaise politique du gouvernement? Je vous l'avais dit au cours de l'émission passée, et je crois que si j'essaie encore de revenir sur cette même vérité, mon co-débatteur aura maintenant les arguments pour dire qu'on a cité telle ou telle personne. Je sais au moins que en 2014, j'ai fait partie des journalistes et reporters qui ont assisté avec les inspecteurs de la CAF l'inspection du stade 20 mai, Tata Raphaël, lorsque l'ASV Club devrait jouer les interclubs de la CAF. Et j'ai vu ce stade 20 mai avec un peu de peinture dans les vestiaires du côté des deux équipes. J'ai vu Tango Fort qui a ajouté un peu de toiture. J'ai vu les mêmes fissures qui se trouvent au stade 20 mai. Vous savez, si vous êtes du côté de la tribune centrale, en face, il y a un panneau comme ça. Les fissures sont là jusqu'à ce jour. On avait homologué ce stade et on a joué. Mais quand il s'agit du stade des Martyrs, c'est vrai que je ne veux pas dire que le stade des Martyrs répond à 100% aux normes, mais au moins par rapport aux critères, je crois que le stade des Martyrs n'a pas manqué. Revenez sur ma question. Serge Condé, c'est désormais le problème du sport congolais ou Serge Condé est simplement victime de la mauvaise politique du gouvernement en matière sportive? Je ne viens pas ici faire l'apologie du ministre ou encore on doit parler de lui, on est obligé de parler de lui. C'est lui qui gère ses ministères. Je crois que les sports congolais doivent être refondés sur plusieurs secteurs, comme je l'ai dit.
Et on a organisé il n'y a pas longtemps ici les états généraux des sports. Mais la réalisation, c'est comme les états généraux de la presse. Merveille Baileng était avec les journalistes dans l'état général de la presse. Aujourd'hui, les journalistes sont en train de s'entre-accuser, de s'insulter sur les réseaux sociaux. On peut bien tabler, discuter, écrire sur papier, mais la mise en pratique, c'est ça le problème. Donc je crois qu'on doit réfléchir sur la politique sportive. Par exemple, pour le football, les championnats interscolaires sont partis où? On pouvait revenir par là. La Ligue Foot ne marche pas. La Ligue Foot même a été politisée déjà, parce que les dirigeants de la Ligue Foot, il faut vous dire que soit cette année ou cette saison, ces 2 saisons, le président, soit il est ressortissant de Mazembe, ou il est ressortissant de Vecleb, ou encore du DCMP. Même dans le chef des supporters, les comités des supporters, ils ont toujours une tendance. Et bizarrement, le championnat ne va plus à son terme. C'est ça déjà les conséquences. On est fragilisé au niveau de l'équipe nationale. C'est pour cela, avec les désastres c'est pour cela je me dis que ce n'est pas seulement un problème du ministre, mais c'est le problème du système. Encore, ce système, peut-être c'est un héritage de ce qui avait été déjà construit en amont et nous sommes en train de vivre les Mais avec ce même système, on a vu Denis Kambaye réaliser quand même quelques exploits. On a vu Jean-Florent Ibengue pousser les léopards plus haut. Avec ces mêmes systèmes de prière. Avec ce même système, on avait déboursé beaucoup d'argent pour construire les stades municipaux. Je ne sais pas où en sommes-nous. Vous voyez. Donc s'il faut voir les pour et les contre, moi je serais neutre. Denis Kambaye a fait sa part qu'il faut saluer, mais connaissant la personne de Denis Kambaye, parler d'elle aujourd'hui, au moment où on fait les débats sur le ministre Serge Condé, ça sera une polémique qui ne va pas l'arranger. Donc je crois Comment ça? Denis Kambaye n'aime pas la polémique. C'est des faits réels. Il a fait son temps. C'est des faits réels. Il a réalisé des exploits et c'est palpable. Avant lui, Patrick on a connu moins de défaites sous son règne. Il avait aussi remporté le Chan. Après lui, il y a eu Claude Nyamugabo. Donc, chaque chose a son temps. Ça peut arriver, ça peut coïncider en ce moment-là. Parce qu'il vous souviendrait qu'au moment où Denis Kambaye était ministre des Sports, il y a eu même la résurrection du catch. On ne parle plus du catch aujourd'hui. Nous, on voit qu'il y a le football, on voit le basket. Il faut chercher Franck Diomoutier, président de cette fédération. Mais le handball, tu vois. Donc tout ça, moi je pense que c'est une politique sur laquelle le secrétariat général au sport devrait beaucoup réfléchir. Donc Serge Condé n'y est pour rien dans tout ce qui s'est passé. Je ne le blanchis pas. Je ne suis pas défenseur du ministre. J'ai l'impression qu'il faut me donner. Le ministre vient avec une politique, mais le ministre part à chaque mandat ou à chaque gouvernement. Il peut partir ou il peut être maintenu selon la volonté et le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État ou encore. Dans les cas échéants, vous pensez que Serge Condé, en cas de remaniement, il sera maintenu? Je ne suis pas dans le secret du chef. Au moins, vous analysez au moins? Au moins, dans mes analyses, ce que je peux vous dire est que le ministre vient, il fait son travail, mais l'administration du sport est gérée par le secrétariat général. Qu'on ne peut partir. Mais si le secrétariat général ne fait pas son travail, même si on te plaçait toi, Hervé Itoma, comme ministre des Sports, tu nous places Merveille et moi comme tes conseillers, ainsi de suite, il y aura presque les mêmes problèmes. Le problème, on doit partir de la refondation du sport à partir du secrétariat général. Très bien, on va boucler cette première thématique avec vous, Merveille. J'ai l'impression comme si on privilégie plus le football. Avec les léopards, messieurs, c'est assez difficile de trouver ces genres de problèmes. Tout est organisé, on trouve déjà la prime des joueurs, tout est déjà décaissé en avance. Mais quand il s'agit des autres disciplines, on sent une sorte de négligence. Comment expliquer ça? Pas du tout. La négligence, elle est partout. Je vais vous donner un cas simple. Tout récemment, lorsqu'on jouait les CHAN, est-ce que vous savez que pour que le gouvernement puisse débourser l'argent, il a fallu que les joueurs menacent. La pression comme toujours. Les joueurs ont menacé. Certains ont même menacé de ne pas jouer le match contre le Sénégal. C'est des cas qui arrivent assez rarement. Il a fallu que le ministre se déplace avec l'argent en main. Malheureusement, nous avons perdu. En fait, il ne faut pas dédouaner une fédération. Toutes les fédérations aujourd'hui, tous les secteurs des sports aujourd'hui en RDC souffrent de l'incompétence d'abord du ministre de sport et après de la fédération. Comme le sport, le football par exemple, au niveau de la FECOFA, il y a un problème. Nous avons un problème de texte là-bas, il y a des guéguerres entre eux. La fédération n'est pas organisée. Pour preuve,
même au niveau de la Linafoot, Christian Nyamabou vient de le dire, ça fait un bout de temps qu'on a pris l'habitude de ne pas terminer les championnats. Ça fait 2 saisons déjà. Ça fait 2 saisons déjà. Comment vous voulez que nous puissions avoir une bonne équipe, par exemple, des locaux? C'est impossible. Et il faut savoir que la force de la RDC, c'est quoi? C'est son championnat. Même au niveau des Léopards A, vous allez voir que les sélectionneurs ont l'habitude de recourir aux locaux. Les locaux jouent un rôle très, 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 très important. Souvenez-vous d'Mpoutou Mabi Trésor. Souvenez-vous de Malambuta, de Matoumonaroum, de Joël Kimoa, qui ils sont nombreux, de l'emblématique capitaine de TP Mazembe, Issama Mpeko. Il a joué plus de 6 cannes. Gladys, ils sont nombreux. Général. Ils sont nombreux. Ça veut dire que la force du football congolais, c'est son championnat. Mais lorsqu'on décide de tuer les championnats, vous voulez que l'on puisse avancer? Pas du tout. Donc, je pense que le problème, il est général au niveau du sport, dans toutes les disciplines. Alors, à ce stade, il nous faut un nouveau leadership. Ça veut dire qu'il faut un nouveau ministre du sport dans les 1 année qui reste, ou dans les 9 mois qui restent au chef de l'État. Il faut un nouveau ministre des Sports. Il faut faire un effort qu'il a fait Kofa puisse organiser les élections. Apporter quoi comme changement? Il faut, écouter, l'impulsion vient d'en haut. S'il y a un bon ministre qui se bat, qui fait un effort, que les moyens soient disponibilisés à temps, ça veut dire qu'il a des bons rapports avec son ministre des Finances. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le ministre des Finances et le ministre des Sports n'ont pas un bon rapport. Comment ça? Mais vous ne le savez pas. Comment 2 officiels peuvent prendre leurs problèmes? Mais je vous informe, Christian Nyamabou le sait. Entre le ministre des Finances et le ministre des Sports, ça ne marche pas. Vous ne le savez pas. Je vous l'apprends. Merci d'apprendre à tout le monde parce que moi, personnellement, je ne suis pas membre du gouvernement. Je n'ai jamais participé. Entre le ministre des Sports... Où on va savoir si les ministres ne s'entendent pas. S'il vous plaît. Sinon, il y aurait une action disciplinaire au niveau. S'il vous plaît. Entre les ministres et les ministres, entre les ministres des Sports et les ministres des Finances, le courant ne passe pas. Ils ont quel problème? Ils se contredisent. Vous imaginez que dans les briefings, mais s'ils ont des problèmes personnels, de Mouyaya, ça ne concerne pas la République. Le ministre des Finances est même en train de minimiser une discipline. J'ai vu là-bas, il dit, quelle discipline? Vous sentez que le ministre des Finances n'a pas d'élégance. Ça veut dire que même si on n'apprécie pas une discipline où on n'apprécie pas les ministres des Sports, il faut quand même jouer à ce qu'on appelle de la solidarité. Je l'ai vu avec les ministres des Infrastructures. Il était là, on posait des questions. Vous sentez qu'il couvre le ministre des Finances, alors que nous savons tous qu'aujourd'hui, les blocages dans beaucoup de secteurs viennent du ministère des Finances. C'est le ministre de l'Argentin national qui débloque difficilement, qui débourse difficilement l'argent pour l'exécution des travaux. Donc, il a même choisi quelques fédérations qui doivent bénéficier des fonds de l'État au détriment des autres. Mais c'est grave dans un pays sérieux. Voilà pourquoi je dis que, en tout cas, s'il y aura remaniement, parce qu'il ne nous reste... lui ne partira pas. Il ne nous reste que 5 à 6 mois, je crois, ou 9 mois. S'il y aura remaniement, en tout cas, on doit penser à changer dans ces secteurs. Vous gardez la parole pour ce 2e thème de l'émission. Les dossiers Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Je sais que ça, c'est une thématique qui va vous diviser davantage. Oui. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, a accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique. Il est revenu sur ce qui a été les élections de 2018. Oui. Alors, est-ce que j'ai encore ces tweets ici? Je vais les chercher à un moment donné. Corneille Nangaa estime que ce on a eu comme résultat, ce n'était pas la vérité des urnes. Oui. Bien qu'il ne l'a pas dit de manière directe. Il y aurait eu un accord politique. Bon, lui, il ne parle même pas au conditionnel. Il dit qu'il y avait accord politique qui a permis à la RDC d'éviter un bain de sang. Question, Corneille Nangaa avait été désigné comme président de la CENI pour couvrir un accord politique ou pour organiser les élections et rendre la vérité des urnes. Mais vous savez que c'est grave ce que Corneille Nangaa a tenu comme discours. Dans un pays sérieux, il faut que les procureurs puissent ouvrir un dossier. Les procureurs doivent entendre Corneille Nangaa, qu'il livre des vérités. Comme ça, ça peut avoir en fait de l'impact sur les prochaines élections. Parce que d'après les discours de Corneille Nangaa,
notre président de la République n'a pas été élu convenablement. C'était un fruit d'un accord politique. C'était un fruit d'un accord politique. Mais c'est grave, c'est la preuve qu'au Congo, il n'y a pas la démocratie. C'est la preuve qu'au Congo, même si nous allons voter, il y a déjà quelqu'un qui sera pu proclamer président de la République au nom de la paix pour éviter les bains de sang. Mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce que l'opposition l'a décrié ici. Martin Fayoulou l'a dit, on a pris Martin Fayoulou pour un fou. Mais aujourd'hui, ça sort de la bouche de celui qui a publié les résultats. Non, mais vous savez que Corneille Nangaa, c'est en fait une bouche crédible en ce qui concerne les résultats des élections de 2018. Parce que c'était lui qui en était le président. Alors lui, il doit nous dire, le procureur doit se saisir de ce dossier. Il doit nous dire quel est cet accord, qui étaient les signataires de cet accord. Il était dit quoi exactement dans cet accord? Parce que jusqu'aujourd'hui... Et lui, il avait joué quel rôle? Parce qu'il dit qu'il était aux premières loges. Il a joué quel rôle exactement? Ça, c'est une très bonne précision. Donc, moi, je pense que Corneille Nangaa, premièrement, il s'est enterré politiquement avant même de bien commencer la politique. Parce qu'il a lancé un parti politique. Il a lancé un parti politique. Il s'est enterré avant même de commencer. Vous savez, lorsqu'on a géré... J'ai bien dit lorsqu'on a géré ou lorsqu'on a dirigé une institution comme la CENI. On est soumis au devoir des réserves. On est soumis au devoir des réserves. Ça veut dire que ce qui est passé là-bas reste là-bas au nom de la paix. Parce que là maintenant, il vient de s'aimer encore le doute dans les chefs de l'opposition. Pour dire que si celui-là a été élu sur base d'un accord, qu'est-ce qui manque? Que lors des élections de 2023, de décembre 2023, que l'on mette en place aussi un schéma d'un accord au nom toujours de la paix pour que le chef de l'État puisse briguer un second mandat. Ça veut dire qu'il a joué un mauvais rôle, il a ouvert la bouche là où il ne fallait pas et quand il ne fallait pas. Et là maintenant, si le procureur ouvre une action contre M. Corneille Nangaa, moi en tant que journaliste, en toute objectivité, je ne veux pas condamner le procureur. Parce que même moi en tant que collègue, j'ai besoin de savoir s'il a joué exactement quel rôle là-bas. Quel était cet accord-là? Parce que là, nous tous, apparemment, d'après ce qu'on nous fait comprendre, nous spéculons. Avec tout ce que nous reprochons à notre président de la République et tout, parce que beaucoup disent que voilà, il n'a pas été élu convenablement. C'est ce qui se disait. Mais là, maintenant que ça vient de la bouche de Corneille Nangaa, ça vient crédibiliser tout ce que les opposants ont dit, notamment Martin Fayoulou. Madidi, voilà pourquoi il s'est... Non, Martin Fayoulou, il a dit après le passage des papes qu'il avait déjà pardonné à ceux qui ont... Il a dit qu'il avait pardonné. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à l'appeler président élu? Très bien. Christian Nyamabou, je me permets de lire pour vous, c'est l'extrait de l'interview de Corneille Nangaa accordé à Jeune Afrique. Corneille Nangaa dit ceci: grâce à Dieu, j'étais aux premières loges lors de cette alternance. Un accord politique a été conclu et je demeure convaincu qu'il ne faut pas le jeter dans les poubelles de l'histoire parce qu'il a sauvé le pays d'un possible bain de sang. Alors, question: la sortie médiatique de Corneille Nangaa ne vient-elle pas confirmer l'hypothèse selon laquelle Félix Tshisekedi c'est le fruit d'un accord politique conclu entre lui et Joseph Kabila et qu'il n'a jamais gagné les élections de 2018? Merci Hervé. Ce qu'on doit répondre ici est que vraiment ça fait mal que l'on vienne débattre sur la contradiction de Corneille Nangaa. Parce que il s'est contredit? Oui, il s'est contredit. Comment ça? C'est Corneille Nangaa qui a proclamé, est élu avec autant de voix. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, c'est Corneille Nangaa. Il avait fait sous pression. Non, a-t-il dit? S'il vous plaît. C'est ce qu'il nous a dit. A-t-il dit? Il aurait pu dire que je proclame sous pression. Vous voyez? Corneille Nangaa a proclamé ses résultats que Tshisekedi est élu président de la République. Au moment où Tshisekedi n'avait pas ni armement, ni encore... le contrôle des finances publiques, contrôle des finances, des services de renseignement. Tout ça. Il n'avait rien civil comme tout le monde.
Corneille Nangaa l'a proclamé président de la République. Aujourd'hui, le même Corneille Nangaa vient nous dire que voilà, j'ai été aux premières loges lorsqu'il y a eu accord. Mais il s'est contredit lui-même. Il aurait pu commencer par là que je proclame selon les accords. Vous voyez. Et s'il a le courage de le dire aujourd'hui à Fadel House, il peut aller prendre sa voiture, aller à Fadel House, dire que voilà, j'avais proclamé par erreur. S'il va rentrer chez lui vivant. Vous voyez maintenant le problème. En fait, le problème, c'est que ce qui me vient en tête maintenant, Corneille Nangaa, je crois, 2 ou 3 jours avant cette sortie médiatique, selon mes sources, j'avais appris que Corneille Nangaa a créé son parti politique qui est au sein de l'Union Sacrée. Mais 2 jours après, on apprend que voilà, il a fait sa sortie médiatique sur Jeune Afrique. D'ailleurs, pourquoi nos opposants ou nos politiciens, quand ils veulent s'annoncer ou annoncer leurs ambitions, ils peuvent toujours les médias étrangers. Sur le plateau d'Hervé ici. Il faut aller d'abord chez Jeune Afrique. Déjà, Jeune Afrique, RFI, France 24. Là, déjà, ça pose un problème. C'est par là que vous voulez crédibiliser votre personnalité. Et là, je doute. Je crois que actuellement, la plupart des gens, des Congolais, des opposants, des politiciens, n'avaient pas écrit qu'il y aurait élection en 2023, comme nous le souhaitons, comme nous attendons. Et maintenant, on est en train de chercher à apporter de l'eau au moulin pour faire voir aux gens que voilà, ces élections-là, même si on va y aller, il y aura déjà quelque chose qui est préparé. D'où il faut passer sur les schémas des accords, glissements et autres. Ok, les accords, les alliances, les glissements fragiliseraient le pouvoir de Tshisekedi parce qu'il serait hors mandat. Pour que Tshisekedi soit fort dans son pouvoir, il faut qu'il y ait élection avec un nouveau mandat selon la Constitution. Donc, pour moi, Corneille Nangaa, il n'est pas le mieux placé à le dire. Comment ça? C'est lui qui était président de la CENI. C'est lui qui a organisé les élections. C'est lui-même qui a proclamé Félix Tshisekedi président. Sous pression. Quelle pression? Il n'a pas... Sous pression politique. La pression politique de qui? De l'UDPS. Parce que l'UDPS n'avait rien d'autre que la rue en ce moment-là. Et au moment où... Moi, je me dis, ce qui est là, on est en train... j'ai appris dans le cours de marketing électoral et politique. Je l'ai appris, je l'avais même dit en 2018, à la veille des élections, que la plupart des opposants, pour préparer les élections, ils préparent la contestation. En 2018, il y a eu 2 candidats qui ont préparé sérieusement leurs élections. Qui sont-ils? C'était Emmanuel Ramazan Shadari et Félix Tshisekedi. Shadari qui est accusé même d'avoir bouffé ses frais de campagne. J'ai dit que Shadari était prêt pour les élections. Tshisekedi avait dit qu'avec ou sans machine, on va aller aux élections. Tandis que Faoulou disait que déjà dans cette machine, à voter là, il y a les bulletins. Déjà, on a voté en avance pour vous. Il faut vous préparer à la contestation. Donc, il y a des gens qui préparent déjà l'opinion à la contestation, comme Corneille Nangaa déjà. On prépare les cerveaux des Congolais pour leur dire que voilà, même s'il y aurait élection, sachez qu'il y aurait les accords, préparez-vous à la contestation. Non, moi je me dis que c'est le moment où on doit être concentré, encourager la candidature des jeunes. Et d'ailleurs, j'aime le fait que Corneille Nangaa lui-même soit candidat président. Et oui, au nom de la il démocratie, sera candidat. Oui, au nom de la démocratie, je voudrais qu'il y ait même 100 candidats présidents. Et chacun va s'exprimer. Celui qui va remporter sera proclamé président sans problème. Son problème, c'est qu'il veut qu'on dise que d'avance, Denis Kadima ne doit pas bénéficier de la crédibilité parce que déjà, il y a eu des contestations en amont et lui, déjà, ce qu'il prépare en tant qu'expert, il joue déjà une autre carte. Je pense que négliger ce que Corneille Nangaa a dit, c'est être malhonnête. Parce que c'est Corneille Nangaa qui était président de la CENI en ce moment-là. C'est Corneille Nangaa qui avait les résultats des élections avant nous tous. Mais le courage qu'il a eu aujourd'hui de nous dire qu'il y aurait pression, qu'il avait publié les résultats sous pression, il y avait un accord politique et lui était d'ailleurs aux premières loges, pourquoi il n'a pas eu ce même courage pour dénoncer tout ça en 2018? Non mais écoutez, lui-même, vous l'avez dit ici. Mais on a vu dans ce pays les gens supporter la pression. C'est un homme, il pouvait aussi supporter cela. Vous le dites, il dit qu'il était sous pression. Oui, il était sous pression et ça me fait mal que mon co-débatteur dise qu'à l'époque, Tshisekedi n'avait pas l'armée. Écoutez, à l'époque, il faut qu'on se le dise, à l'époque, nous tous, nous étions favorables à un changement. Exactement. D'où qu'il vienne, ça veut dire que Kabila parte seulement. Peu importe, c'est lui qui viendra, mais que Kabila... Le clan Kabila, disons. Le clan Kabila. Ça veut dire que
et Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe et les autres avaient le soutien de la population. Exact. Et avoir, s'il vous plaît, Christian, vous avez parlé, avoir le soutien de la population, c'est plus que avoir le soutien d'une armée. Parce que si toute la population, si tout le peuple congolais sortait aujourd'hui, vous pensez que l'armée aura le courage ou la force de tirer sur tout le monde? Impossible. Impossible. Ça veut dire qu'il y avait pression. Il y avait pression de la population. Mais pourquoi à l'époque, Louis Nanga, il n'avait pas dénoncé cette Même en pression? 2011, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Corneille Nangaa a parlé d'un accord politique, n'est-ce pas? Il a parlé d'un Et lui, il était aux premières loges lui, il était aux cet premières accord. loges. Alors, en même temps, il était sous pression. N'est-ce pas une l'honnêteté contradiction aussi de sa part? scientifique voudrait d'abord que l'on puisse écouter ce que Corneille Nangaa a dit et analyser ce que Corneille Nangaa a dit. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Lui, il a analysé, il a dit que ce n'est pas normal. Moi, j'ai analysé, j'ai dit que moi, j'ai envie de le croire. Et je le crois. Mais seulement, je pense que la logique voudrait... Vous croyez en lui, pourquoi? Je croyais en ce qu'il a dit, pas en lui, mais en ce qu'il a dit. Et je pense que si cela est réellement vrai, il faut que la justice puisse s'en saisir. Que lui, d'abord, doit répondre de ses actes. Parce que ça, c'est une violation flagrante de la Constitution. Publier quelqu'un qui n'était pas élu, mais c'est grave. Donc, ce qu'il vient de dire là, mais c'est extrêmement grave. La justice doit s'en saisir et il doit être entendu. Si cela s'avère vrai, j'ai bien dit, si cela s'avère vrai, il doit faire la prison. Voilà pourquoi j'ai dit ici que M. Corneille Nangaa vient de s'enterrer avant même qu'il ne commence la politique. Et en même temps, ce qu'il a dit, moi je pense que c'est quelque chose de bien pour l'opposition. Ça va en fait donner des armes à l'opposition pour se préparer cette fois-ci. Et nous éveiller, nous la population, de bien surveiller et que les politiciens puissent avoir des témoins partout pour que nous ayons les résultats qui reflètent la réalité. Parce que sinon, ça risque d'être pire que ce que Corneille Nangaa craignait en 2018. Est-ce que la démarche de Nanga n'a-t-elle pas pour intention de salir ou de ternir l'image de l'actuel bureau de la CENI? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Seulement, dans la politique, ce qu'il est en train de faire, c'est vouloir confesser pour gagner de la sympathie de la population. Parce que Corneille Nangaa, politiquement, il ne représente rien. Il ne représente rien parce que Corneille Nangaa, le fait pour lui de choisir, par exemple, la voie de l'union sacrée, il s'est automatiquement créé des problèmes avec ceux de l'opposition. Ça, il faut qu'on se le dise. Parce que déjà, depuis l'époque, il était soupçonné d'être kabiliste. Alors, le fait de changer les camps, automatiquement, il a les kabylistes contre lui, mais également tous ceux qui partagent la même idéologie et qui est... Est-ce que cette sortie médiatique ne risque-t-elle pas de lui créer des problèmes au sein du pouvoir? Non, mais déjà, ça a créé des problèmes. Écoutez déjà les analyses de Christian Nyamabou. Suivez tous les communicateurs. Il n'est pas du pouvoir. Non, je n'ai pas dit qu'il est du pouvoir. J'ai dit écoutez son analyse. Okay. Écoutez son analyse. Il dit qu'il a été annoncé comme proche de l'union sacrée, n'est-ce pas? Et puis après, il fait une déclaration qui tue politiquement l'union sacrée. Exact. Est-ce que vous comprenez? Donc, son analyse est correcte. Déjà, il aura des problèmes avec l'union sacrée. Mais en même temps, ce qu'il a dit va conduire l'opposition à les haïr davantage parce que c'est lui qui est à la base de leur souffrance aujourd'hui. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il s'est créé les problèmes de deux côtés. C'est là où j'ai dit qu'il s'est enterré avant même de commencer la politique. Il s'est tiré une balle parce sur le pied. Parce que Félix Tshisekedi n'acceptera plus de l'accueillir dans sa famille politique. Et moi, à la place de Félix Tshisekedi, je vais te chasser, je vais te foutre à la porte. Et lorsqu'il ira à Fadenhouse, il peut être lapidé. C'est la mort. Non, mais il peut être lapidé. Donc voilà pourquoi il vient de se tirer une balle dans la tête. Il s'est enterré avant même de commencer la politique. Voilà pourquoi nous recommandons à ces gens-là d'avoir des conseils en communication. En communication, c'est très important. Christian Nyamabou,
Corneille Nangaa a embrassé la carrière politique. Corneille Nangaa nous révèle que les élections de 2018 n'ont pas reflété la vérité des urnes. Alors lui, il a quelle garantie que lui, comme candidat président, la CENI va publier les résultats qui vont refléter la vérité des urnes? C'est par là que je dis ce que d'ailleurs Merveille venait de dire, mais que je n'ai pas voulu encaisser, et que lui, en tant qu'expert électoral, il pense déjà que et il sera là pour jouer le rôle de démontrer aux gens les insuffisances de Denis Kadima. Vous voyez par exemple en 2018, nous étions à la CENI avec Corneille Nangaa bien entendu, avec Alain Daniel Chekomba. On a passé toute une journée pour vérifier le fonctionnement de la machine à voter. Okay. Parce qu'il fallait savoir, est-ce qu'ici il n'y aurait pas de tricherie? Est-ce que là-bas, lorsqu'on va passer par vote, par bulletin, par ceci, c'est là, pourquoi les bulletins sont en noir-blanc? Pourquoi ceci, c'est là? Tout ça, Alain Daniel Chekomba, c'est un informaticien aussi avec ses experts qui devraient aussi à leur niveau nous faire voir qu'avec cette machine, c'est à tricher, à voler ou à voter. Mais heureusement, il y a eu élection, la machine a été dite que c'était une machine à imprimer, ainsi de suite. Et Nangaa, comme il maîtrise bien les choses, je sais qu'il y aura un moment où on appellera les candidats pour passer et inspecter, voir l'expérience avec la machine. Et il aura une expérience particulière pour démontrer à la population que non, cette machine, si vous votez avec cette même machine à voter, voilà, il y aurait déjà des résultats qui sont proclamés d'avance, ainsi de suite. C'est là que je reviens pour dire qu'il prépare déjà l'opinion à la contestation et non aux élections. Mais donc, il le fera pour quel bénéfice, lui qui est déjà membre du pouvoir actuel? Il est membre, pendant ce temps, il est candidat président, point d'interrogation. Donc, c'est ce que Merveille a dit. Je le rejoins davantage pour dire que Nangaa s'est enterré lui-même. Comment on peut être membre d'un regroupement, en même temps se proclamer candidat président? C'est interdit au sein de l'union sacrée de ces naturellement. À l'union sacrée, leur candidat, c'est Félix Tshisekedi. À part Fatih, il n'y a personne naturellement, les candidats qui doit se prononcer. C'est Félix Tshisekedi. Ils tiendront leur congrès. C'est de la dictature alors. Les partis politiques vont tenir leur congrès avec un soutien pour un seul candidat. Ce n'est pas la dictature, c'est selon ce qu'ils vont décider. Naturellement, quand vous appartenez à l'union sacrée, vous savez. Donc vous devez vous aligner derrière Fatih. Vous voulez contredire que l'AMP était derrière Joseph Kabila. Ah, donc Kabila, c'est votre modèle. C'est juste un exemple. Okay. C'est juste un exemple, pas un modèle, mais un exemple. Parce que ça fait partie de l'histoire politique du Congo. On peut en parler ainsi pour nous dire que c'est une réalité vraie. Très bien. Quand vous appartenez à Ensemble, auparavant c'était Ensemble, le regroupement c'était Ensemble pour les changements. Pour les changements. Naturellement, vous avez comme mentor Moïse Katumbi. Ce n'est pas un débat. Vous devez les soutenir. Là, c'est clair. Avant les congrès, on a vu des candidatures, des gens s'exprimer. Bon, bien entendu, les gens s'exprimer. Alors, répondez à ma question. Corneille Nangaa a quelle garantie que lui, comme candidat président, il sera bénéficiaire des véritables résultats des urnes? Alors que lui-même, il a publié un accord politique. Sauf décourager ceux qui ont la volonté d'aller aux élections. Il n'a aucune garantie. Il ne peut rien rassurer. C'est ça sa mission? C'est ça sa mission, décourager les uns afin de s'aimer ce qu'ils veulent s'aimer pour qu'on puisse passer peut-être. Mais il est candidat président, pourquoi il va décourager les gens à aller aux élections? On n'est pas censé devenir automatiquement président de la République. On a vu cette Kikouni candidat président, on a vu il faut qu'on a vu beaucoup de choses. On peut être candidat. Et d'ailleurs, on a vu notre vieux de la Tchangou ici, son nom va revenir. Il était candidat même, mais il n'avait pas versé même la caution. Il faisait même des conférences de presse qu'il est candidat président. Mais à la fin, on découvre qu'il n'était pas. 100 000 $, là, n'est pas facile. Vous voyez. Donc, Michel Okongo, voilà, l'honneur est venu. Il était candidat président. Il n'avait même pas payé la caution. Donc, jusqu'alors, la CENI n'a pas encore annoncé les dépôts de candidatures. Chacun peut s'annoncer. Mais j'aimerais ajouter quelque chose concernant la CENI. Ça, c'est très important et je sais que c'est ce que le public attend. Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Au niveau de la CENI, il y a un problème sérieux sur les processus. J'ai même vu ensemble publier un communiqué pour dénoncer. Je vais d'ailleurs vous lire les différentes revendications d'ensemble que moi personnellement je trouve logique. L'ensemble dénonce par exemple une lenteur inconsidérée des opérations d'enrôlement due
à la mauvaise préparation des opérations d'enrôlement des pannes intempestives des machines. Ça, c'est une réalité. Nous l'avons vu dans des différents centres. Vous allez voir un centre d'enregistrement avec une seule machine, avec une ribambelle des gens de la population là-bas, et les gens se battent pour ça. Comment vous voulez que nous ayons des bonnes élections? Ensemble, dit encore que des centres d'inscription fictifs qui ensemble dénoncent, fictifs pour lesquels aucune explication plausible ni... Non, je suis en train de lire. Et puis, je suis en train de lire et commenter. Garantie des corrections ne sont fournies. Ça veut dire qu'il y a des centres effectifs. On a vu, il y a une vidéo qui a circulé, un accident, par exemple, la circulation à Chikapa, où on a vu dans la suite du député plusieurs effets de la CENI. Plusieurs effets de la CENI avec des bulletins d'identification, avec des cartes vierges. Et vous voulez que nous parlions des élections transparentes et apaisées. On nous dit, on nous apprend même que la CENI a gonflé le nombre des centres, et il y aura beaucoup plus de bureaux de vote au Kasaï que dans d'autres provinces, alors que nous savons que sur le plan de la démographie... La CENI a toujours réfuté cette hypothèse. La CENI a toujours réfuté cette hypothèse, mais je vous dis, c'est ce que les experts disent aujourd'hui. C'est ce que... Non, attention, c'est ce que les experts disent aujourd'hui. C'est ce que les organisations de la société civile dénoncent aujourd'hui, et ils sont libres, ils sont dans le plein droit de dénoncer. Et moi aussi, en tant que journaliste et observateur, je constate et je suis en train de dénoncer. Vous savez, à dire que les processus se passent en toute sérénité, dans le calme, et tout se déroule normalement, c'est être méchant et c'est manquer de l'objectivité. Il y a des problèmes. Pourquoi est-ce que la CENI elle-même a licencier ses propres agents? Au niveau de la Tchouapa, si je ne me trompe pas, on a vu tout récemment au niveau du Grand Bandundu, un député ou un membre du cabinet, s'il vous plaît, un membre du cabinet du gouverneur, avec les cartes vierges. Il a même été interpellé. On a vu la CENI publier un communiqué signé par Madame la rapporteure. Aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, Madame la rapporteure, et là-bas, ça va faire déjà deux jours, si je ne me trompe pas, il y a justement des problèmes là-bas avec l'enrôlement des électeurs. C'est pour dire que ça ne va pas. Vous allez dire que c'est préparer la contestation. Non, lorsque ça ne va pas, il faut dénoncer. Il faut déjà commencer à dénoncer maintenant pour justement qu'on puisse se réparer, parce que le processus n'est pas encore à son terme. On peut prolonger, ajouter pour les provinces où il y a eu des problèmes afin de réparer, au lieu d'attendre pendant les élections pour protester. Donc, si vous voulez, ça veut dire, quand je dis que si vous voulez, si la CENI veut que les élections soient bien organisées et qu'à la fin, il n'y ait pas contestation, la CENI doit commencer d'abord par arranger maintenant. Et aussi, avec ce qui se passe, en tant qu'observateur, je crains qu'il y ait glissement. Comment ça? Ah mais oui, regardez, aujourd'hui, écoutez, s'il faut évaluer, faire l'évaluation, vous allez voir que les chiffres, par exemple, je vous donne un exemple, les chiffres donnés par la CENI et le constat sur les perturbations, vous allez voir que c'est le jour et la nuit. La CENI donne un chiffre exorbitant, alors que nous savons que beaucoup aujourd'hui, même à Kinshasa, beaucoup ne se sont pas fait enrôler. Christian Nyamabou, un monsieur a été arrêté il y a peu avec 300 cartes d'électeurs vierges en provenance du Grand Bandundu. Il y a peu, un accident a eu lieu à quelques kilomètres de Chikapa. Dans la suite, plutôt dans les véhicules accidentés, on a trouvé des effets de la CENI.
Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette déclaration de Corneille Nangaa, je vais même revenir en arrière pour évoquer même la déclaration de Jean-Marc Aboun qui avait déjà alerté sur une fraude électorale massive en gestation. Aujourd'hui, s'il faut faire le mariage avec la sortie médiatique de Corneille Nangaa, est-ce qu'on peut conclure que le décor pour la fraude électorale et même la contestation est-il déjà planté? Je m'appelle Christian Nyamabou Kabeya. Partout où je me présente, on me demande si je suis frère ou fils à Ben Nyamabou. Il n'y a aucune relation, ni familiale, ni régionale, Ni amicale. Donc on est congolais. Ben Nyamabou, père son âme. J'ai fait un effort de les rencontrer dès son vivant. Je n'ai pas eu l'occasion. Ça veut dire quoi? Cette histoire des cartes, on a arrêté quelqu'un dans le Grand Bandundu avec un lot de cartes d'électeurs qui serait, c'est monsieur qui serait dans les collimateurs du ministre, je crois, de l'intégration régionale. C'est faux. Ah bon? Parce que la CENI en a même fait un communiqué. Parce que le monsieur en question, c'est juste son nom qui ressemble au nom. Écoutez, je n'ai pas cité son nom, Christian. Collaborateur. Je n'ai pas cité son nom. Journaliste. Moi, je suis resté dans les faits. Vérifier l'information. Les noms du monsieur ressemblaient à un des collaborateurs du ministre de l'intégration. Alors, vrai ou faux, on a arrêté quelqu'un avec 300 cartes d'électeurs vierges. Le monsieur, je n'affirme pas, parce que... La CENI a écrit un communiqué sur ça. S'il vous plaît, parce que déjà, le débat, ce n'est pas au niveau du monsieur. Le débat était d'abord que... Mais qui a parlé de ces messieurs? Le monsieur est proche du ministre de l'intégration. Non, moi, ma question est celle de savoir, avec des arrestations des gens, avec des effets de la CENI, avec la déclaration de Jean-Marc Aboun qui a alerté déjà sur la fraude électorale que préparait Félix Tshisekedi, avec la sortie médiatique de Corneille Nangaa qui nous révèle un accord politique qui aurait, moi je préfère utiliser les conditionnels parce que je n'ai pas vu cet accord, qui aurait porté Félix Tshisekedi au pouvoir. Est-ce que le décor pour la contestation et la fraude électorale n'est-il pas déjà planté? Permettez-moi de répondre de manière générale que même si on te prenait toi ou encore on prenait Merveille pour organiser les élections en RDC, il n'y aurait jamais des élections sans contestation. Même si on me prenait moi-même, on va toujours me contester. Certains ils risqueront même à dire que voilà, regardez son nez là peut-être, et avec les origines de son nez. Il a une barbe comme Hitler. Voilà. Donc, il y aurait toujours des contestations. Les pays comme les États-Unis, un pays qui est vraiment démocratiquement ancien, on a vu Donald Trump contester l'élection de Joe Biden. Jusqu'à saccager même les institutions. Ce n'est pas surprenant, c'est qu'on doit le savoir. Il y aura élection dans ces pays, il y aura contestation. Mais cela n'est pas le problème. Le problème, c'est que lorsqu'on dénonce soit les faiblesses de la scène à un certain niveau ou des agents, il faut les dénoncer, ça c'est clair. Mais quand vous suivez les réactions ou la déclaration de l'Ensemble pour la République, par exemple, les propos de Moïse Katumbi, j'ai lu quelque part, il dit que on a gonflé l'effectif dans le Kasaï sans preuve, parce qu'il n'a pas de preuves. Et il dit, les Katanga qui a acheté, donc les machines ont été achetées par l'argent du Katanga. Mais là, c'est déjà cette division-là. Pourquoi dire que les machines ont été achetées par l'argent du Katanga? Mais l'AMIBA qui a payé l'effort de guerre lorsqu'on était agressé ici en 1998, pourquoi on ne le dit pas? L'AMIBA n'est pas du Kasaï. Pourquoi on n'est pas dit que c'est l'AMIBA qui est venu au secours de la GECAMIN à cette époque-là? Donc, ce discours-là, vouloir déjà préparer les gens à la contestation et à la division, c'est ce que je n'approuve pas. Mais est-ce que les faits sur terrain ne donnent-ils pas raison à ceux qui parlent déjà ou évoquent déjà la fraude électorale en préparation? Hervé, préparons-nous aux élections. Je vous rassure, je rappelle encore que même si on venait placer l'ange Gabriel pour organiser les élections à RDC, il y aura toujours contestation. Ne vous en faites pas, il y aura toujours contestation de part et d'autre pour ceux qui ne se retrouveraient pas selon les résultats. Donc, et pourtant, on doit savoir que nous sommes dans un pays démocratique.
Tu peux avoir bénéficié de 46% aussi longtemps que l'autre a 48%. On va dire comment? Que toi, tu n'as pas bénéficié des voix. Tu as bénéficié des voix, mais l'autre a eu la chance, peut-être par le seuil, peut-être aussi parce que dans un coin, il a eu beaucoup de points. Mais dire que déjà, les Kasaï, on a gonflé. Mais Denis Sessang est aussi candidat président. Il est du Kasaï. Il y a plusieurs du Kasaï qui seraient aussi candidats président de la République. Pourquoi déjà préparer la population à la contestation pour dire que s'il y aura élection, si on publie, sachez déjà que les Kasaï vont rafler ceci, cela. Non, là, c'est un discours qu'il ne faut pas encourager. Vous savez, moi, j'aimerais dire quelque chose. Est-ce que Christian Nyamabou Kabea n'est-il pas au courant de l'accident sur la nationale numéro 1 en direction de Kasaï? Dans la suite, je vais même vous citer les noms. Le véhicule du député Théo Kazadi. Le véhicule du député Théo Kazadi. Il y a eu de morts. Il y a des morts, les images existent. Puis on a découvert des effets de la CENI. La CENI a aussi publié un communiqué pour dire qu'il ne reconnaît pas tout ça. Et permettez que je vous heureusement que la CENI ne reconnaît pas. Non, mais comment est-ce que la CENI peut reconnaître cela? Voilà pourquoi même on parle de l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités. Mais s'il vous plaît, si vous avez parlé, je suis resté calme. Mais déjà le fait que les effets de la CENI se trouvent entre les mains d'un député national qui est proche ou qui est de l'Union sacrée, ça laisse à désirer. Vous avez parlé du grand Bandundu, voilà le nom de celui qui a... Lui, il insiste beaucoup plus sur le nom. Notre problème n'est pas au niveau du nom. Notre problème, c'est au niveau des effets de la CENI. Vous savez, c'est sacré. Même la Constitution le dit, la loi le dit. Nul n'a le droit de détenir les cartes vierges de la CENI et autres feuilles d'identification, à part les agents reconnus par la CENI. Mais comment un individu, je vous donne un exemple, quelqu'un comme moi, je me retrouve avec 20 000 cartes vierges. Il trouve ça où, tous ces gens? Il laisse que j'argumente. Parce que la CENI dit que lui n'est... Et vous voulez qu'on ne dise rien. Si on en parle, vous dites que c'est préparer la contestation. Non. Ce que nous sommes en train de vivre ici au Congo actuellement, c'est inédit. C'est même lors de la préparation des élections de 2018. C'est vrai qu'on criait aux fraudes et tout, avant même, mais on n'a jamais retrouvé quelqu'un avec les cartes vierges de la CENI. Il faut rappeler aussi qu'en 2018, je crois, il y a des députés proches du pouvoir de l'époque qu'on a arrêtés aussi avec des machines à la maison. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler. Avec des machines, bon, si vous me l'apprenez, si c'est vrai, c'est à critiquer. Ce n'est pas un fait nouveau. C'est à condamner. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de parler du présent. Et l'histoire présente nous renseigne qu'il y a eu un député national qui s'est retrouvé qui avait les effets de la CENI. Il y a eu plusieurs morts là-bas. Les images font froid dans le dos. Nous l'avons vu également dans les grands Bandundu. C'est pour dire que ça nous inquiète. Ici, à Kinshasa, plus d'une fois, moi j'ai reçu des appels de la population, parce que nous avons l'habitude de mettre nos numéros partout sur les réseaux sociaux. On nous contacte au niveau de l'Ancélé pour nous dire que depuis qu'ils sont arrivés le matin, il n'y avait pas du courant. Il n'y avait pas du courant. La machine était déchargée. Depuis 8 heures jusqu'à 16 heures, personne ne s'est fait enrouler. La population était... Mais on a rattrapé ces retards. On a rattrapé ces retards. Est-ce que vous pensez que la majorité, plus de 60% de la population s'est enrôlée? Est-ce que vous le pensez réellement? La CENI dit oui. Alors, qu'est-ce que vous La CENI dit oui. Non, écoutez, il faut faire très attention. Je vous donne un exemple à Lingwala ici. Est-ce que vous savez que le camp Lufungula, c'est presque une république? Seul le camp Lufungula. Ne pensez pas que la commune de Lingwala, elle est petite. Juste le camp Lufungula. Vous avez des maisons de chambres, salons, où vous trouvez plus de 10 personnes dans cette maison-là. D'ailleurs, lui, il est du coin. Il lançait davantage. Et vous retrouvez une seule machine dans le centre de l'école, que j'ai oublié le nom,
au niveau des Lingala. Et vous voulez que toutes ces personnes-là puissent s'enrôler. Moi, dans mon quartier, à moi, avant de déménager ici vers les centres-villes, j'étais encore à Mongafula. Il y a des quartiers où vous arrivez, il n'y a qu'une seule machine. Et on fait entrer les gens en fonction d'une liste qui serait ou qui est à l'intérieur là-bas. Vous allez voir que vous êtes là depuis 6 heures, il y a quelqu'un qui arrive à 10 heures ou à 15 heures, il entre parce qu'il a donné 5 000 francs, parce qu'il a donné 2 000 francs. Donc ce sont des choses à condamner, ce que nous sommes en train de voir avec Denis Kadima. Nous ne l'avons jamais vu, même avec Corneille Nangaa, même avec Malou Malou et Ngoï Mulunda. Voilà pourquoi nous devons condamner, parce que vous allez voir à la fin, parmi les éléments de contestation, les politiciens vont évoquer tout ce que nous sommes en train de dire et tout ce qu'il y a comme image ici. Après, vous allez dire qu'ils ont préparé la contestation. Soyons corrects. Très bien, on va boucler les dossiers CENI par cette dernière question que je pose à vous deux. Oui. Sortie médiatique de Corneille Nangaa, vous avez dit ici que le procureur doit s'en saisir d'office pour ouvrir un dossier. Alors, question, si on doit interpeller ou auditionner Corneille Nangaa, qui a dit qu'il y avait un accord politique qui a été signé. Nangaa, à l'époque, n'était pas encore politique. C'est-à-dire, on suppose qu'il y a eu des camps politiques qui se sont arrangés pour mettre en place un accord politique et s'en passer des résultats des élections. Alors, à part Corneille Nangaa, qui doit encore être interpellé? Seulement Corneille Nangaa. Vous savez pourquoi? Mais je suis en train d'argumenter. Parce qu'on est président de la Commission électorale nationale indépendante. Lorsque vous prêtez serment, vous êtes là, vous ne devez dépendre d'aucun parti politique. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Comme le CESAC. Comme le CESAC. Ça veut dire que c'est M. Corneille Nangaa qui est responsable, parce que c'était lui qui était à la tête de la CENI à cette époque. Et c'est lui qui a publié les élections. C'est vrai qu'il y avait pression. Mais est-ce qu'on lui avait mis une balle dans la tête pour lui demander de publier ces résultats-là? Pas du tout. C'est lui seul qui est responsable. Mais nous, en tant que Congolais, nous sommes en train de condamner, si cela est vrai. Comme vous le mettez au conditionnel, moi aussi, je le mets au conditionnel. Si justement parce qu'on n'a pas vu cet accord. Voilà, si cela est vrai, ça veut dire que le chef de l'État devrait avoir honte. Et aussi, c'est lui qui a signé cet accord. Avec lui, devrait aussi avoir honte. Donc ici, les deux personnes, je mets au conditionnel, ça pouvait être soit le chef de l'État et le sénateur à vie Joseph Kabila. Donc, si cela est vrai, j'ai bien dit, j'ai mis au conditionnel, si cela est vrai, ces deux personnes-là doivent avoir honte et ils doivent demander pardon à la population congolaise parce qu'ils ont violé et la Constitution et les principes démocratiques. Christian Yamamou, est-ce que vous partagez l'avis des merveilles qui estiment que le procureur doit se saisir de ces dossiers, interpeller Corneille Nangaa afin qu'il puisse s'expliquer davantage? Dans mes minutes, j'aimerais préciser que Merveille l'a dit ici que voilà, on a retrouvé les effets de la CENI ainsi de suite. En même temps, il confirme, et toi aussi tu l'as confirmé, que la CENI ne reconnaît pas cela. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc de la CENI, si c'est un truc du député national. La CENI ne reconnaît pas la destination qui a prenait ces effets. Écoutez, la CENI ne reconnaît pas. Le communiqué existe, Christian. Voilà. Si la CENI ne reconnaît pas cette destination, pourquoi ne pas interpeller directement le député national, le propriétaire du véhicule où on a trouvé les effets de la CENI? Question directe au procureur qui te regarde. Donc, ce n'est pas maintenant commencer à dire que non, la CENI est impliquée dans cette fraude. Corneille Nangaa qu'on devrait interpeller les députés. Corneille Nangaa doit-il être interpellé Je vous ai dit et que être entendu? Corneille Nangaa est en train de distraire la population. Quand on va l'interpeller, ça sera de l'acharnement politique. Je sais que la justice va faire son travail. Je sais que lorsqu'on prête serment en tant que président de la CENI, on est tenu à un devoir de réserve à un certain niveau. Donc, ça, c'est créer vraiment la distraction au sein de la population. On doit préparer les élections, on doit aller aux élections. Corneille Nangaa, s'il est candidat président, il s'est déjà proclamé, c'est une bonne chose. Bonne chance à lui, on va aller aux élections. On aura même Merveille Berling, candidat président. Je suis encore journaliste et moi, je continue mon métier. Pas aujourd'hui. Oui, pas aujourd'hui, mais en 2023 peut-être. Non. On est encore en 2023.
Ni aujourd'hui, ni en 2020. On pourra avoir 1000 candidats présidents, ça sera une bonne chose. C'est ça la démocratie. Et Corneille Nangaa, tout ce qui crée, c'est la diversion. La déclaration de Corneille Nangaa ne fragilise-t-elle pas Félix Tshisekedi ou ne les discrédite pas? D'ailleurs, cette déclaration aurait pu avoir les effets le jour suivant après la publication des élections, ou au moment où Martin Fayulu était en train de mener sa contestation. En 2023, c'est aussi une année électorale. Aussi longtemps qu'on est pendant l'année électorale. Donc, le cycle électoral vraiment est fini. Très bien. Donc, il peut maintenant se préparer à dire ça lorsqu'on va publier les autres résultats des élections à venir, dire que voilà, on vient de publier les résultats, j'ai la preuve, il y a un accord qui vient d'être signé. Mais actuellement, là, il n'est plus à la CENI. C'est sans effet, c'est sans... Il ne sera plus aux premières loges. Ça n'aura aucun effet sur les élections à venir parce que d'ailleurs, lui-même constitue une honte pour lui-même d'abord, mais également pour ces prétendus accords qui, jusqu'aujourd'hui, le PPRD en avait beaucoup chanté. Emmanuel Chader à son époque, Ferdinand Kambere et les autres, pour ne pas parler de Néhémie Mouilagna. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu cet accord. Très bien. Et si l'accord existait, on aurait pu le brandir depuis tout ce temps-là pour que l'on sache, pour que ça puisse, bien entendu, je crois d'ailleurs c'est le moment, si ça existe, Corneille Nangaa qui a brandir cet accord pour appuyer son propos. Et même s'il brandissait cet accord, ça serait des nuls et sans effet. Très bien, vous gardez la parole pour l'avant-dernier thème de l'émission, le rapport de l'inspection générale des finances sur les contrats chinois. Après la publication de ces rapports, s'en est suivi un jeu de ping-pong où vous avez suivi la réaction de l'ambassade chinoise en RDC qui estime que ces rapports est fondé sur des préjugés, il n'y a pas de faits réels. L'ambassade chinoise estime que la Chine, comme la RDC, disons toutes les deux parties ont bénéficié des résultats de ces contrats. Et puis Moïse Kanga s'est expliqué également, il n'est pas allé trop loin dans ses explications, il s'en remet toujours aux experts. D'une manière globale, vous avez fait quelle lecture de ces rapports? Ces rapports me motivent pour répéter mon propos que j'ai toujours dit, que les amis qui ont dirigé pendant 18 ans avec leurs collaborateurs qui sont par exemple à Kachoub et partout, parce que ce sont les mêmes, ils devraient avoir le courage de se taire. Parce qu'ils sont à la base de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je prends l'exemple typique de la route partant de Lutendele, donc la route de Lutendele partant de l'avenue Tourisme. Cette bretelle-là, Moïse Kanga l'a dit, 19 millions de dollars américains. Où est la route? 19 millions de dollars américains. Les contrats étaient signés comment? Et aujourd'hui, on apprend que non, on n'avait pas signé avec le gouvernement chinois, mais certaines entreprises chinoises. À cette époque, Joseph Kabila était président de la République. À cette époque, Adolphe Muzitu était premier ministre de la RDC. À cette époque, Matata Ponyo, parce qu'il est devenu... Il était ministre des Finances. Il a dit en 2008, il était encore directeur général du Bureau central de coordination. Beseko. Et juste après Matata Ponyo, il a intégré le gouvernement en 2009, je crois, si je ne m'abuse. À cette époque, oui. Oui, il était encore DG du Beseko. Du Beseko, Bureau central de coordination. Exact. Par rapport à la gestion des chantiers, la canalisation de l'argent, il en connaît quelque chose. Il ne peut pas se Pourquoi voulez-vous toujours impliquer Matata dans cette histoire? Il y a déjà Bukangalondo qui le sert au Joseph coup. Kabila. Pourquoi quand je cite Matata Ponyo, ça vous dérange? Je dis qu'à cette époque, Moïse Katumbi était gouverneur du Haut-Katanga. Quand on parle des mines, quoi il est lié dans cette affaire? vous savez ce que signifie Sikomine? Ces contrats étaient débattus au niveau de l'Assemblée nationale. Katumbi n'était pas président de l'Assemblée nationale. Vous savez, la province où on exploite beaucoup les mines en RDC, vous connaissez cette province? C'est l'ancienne province du Katanga. Moïse Katumbi était gouverneur. Il ne peut pas fuir ses responsabilités. Pendant cette époque, il y a eu les ministres des infrastructures, il y a eu Fridolin Kassouchi, il y a eu tant d'autres ministres. Et si aujourd'hui, on revenait pour interpeller toute cette chaîne-là, on va dire que c'est de l'acharnement politique. Matata Ponyo en parle déjà avec Bukangalonzo. Moïse Katumbi parle déjà en tant que candidat président de la République. Lui d'ailleurs, qui a été le meilleur gouverneur de l'époque où on a signé ces contrats.
Si je parle de Vital Kamerhe aujourd'hui, vous allez dire il est du pouvoir de Tshisekedi, pourquoi ne pas le citer? S'il est impliqué, mais il y a des gens qui sont impliqués au premier plan. Au premier plan, c'est d'abord Joseph Kabila, Adolphe Mozitu, tous ces ministres-là, tous ces anciens gouverneurs-là, pour ne pas parler de Moïse Katumbi. Je crois que ces gens-là, ils nous ont clochardisés. Contrats, parce que ces projets a été débattu au niveau de l'Assemblée nationale qui était constituée avec une majorité parlementaire de Joseph Kabila. Voici la réponse. Donc, c'était un complot. On devrait accepter, valider, voter cette loi ou accepter ces contrats des Chinois avec la majorité de Joseph Kabila, avec le pouvoir. C'est-à-dire que ça rattrape encore Vital Kamerhe. Il faut l'inclure aussi sur la liste. Pourquoi pas d'abord Joseph Kabila et Moïse Katumbi? Pourquoi Vital Kamerhe? Qu'est-ce que Vital Kamerhe vient faire ici? Président de l'Assemblée nationale à l'époque. Comme vous voulez que je parle de Vital Kamerhe s'est opposé à une décision de Joseph Kabila. Vous le savez, vous connaissez sa suite. Et s'il s'était opposé encore seul par rapport à cette décision, quelle serait la suite de Vital Kamerhe à cette époque? Donc vous allez comprendre que, comme on l'a évoqué pendant l'émission ici, qu'il y a des gens qui ont agi sous pression. Peut-être Kamerhe aurait aussi accepté sous pression à cette époque-là. Mais il y a des ténors dans ces contrats qui a paupérisé les pays. Aujourd'hui, quelles sont les infrastructures qui ont été construites par rapport à ce qui avait été signé comme contrat avec Sikomin, les contrats chinois? Aujourd'hui, on va dire que l'ODEP a dit ceci, l'IGF a dit cela. J'attends encore la réaction de la CAJ. J'attends la réaction de l'Azado. Pourquoi ces réseaux de défenseurs des droits humains qui ont toujours fustigé l'agissement de telle ou telle organisation, pourquoi ils ne réagissent pas jusqu'à ce jour? C'est ça le problème. Donc, on doit comprendre que par rapport au contrat chinois, les amis du pouvoir de 18 ans, ils doivent avoir l'honnêteté de demander pardon à la population congolaise. Parce que Moïse ou Martin Ekanga, Moïse Ekanga, voilà, je me complique entre les Moïse et les Martin. Alors, il a balbutié devant Top Congo, devant les micros de Top Congo. Il s'en remet aux experts de l'agence congolaise des grands travaux. Alors qu'à l'époque, ce n'est pas lui là qui était le directeur général de la CGT. Il y a eu Charles Médard et Ilunga Mwamba, si je ne me trompe pas. Il y a eu beaucoup de projets comme ça. S'il faut parler aussi du projet Zénith, où on nous a construit les passerelles, c'est encore inachevé jusqu'à ce jour. C'était encore la suite de ce projet-là. Donc, je crois qu'ils doivent nécessairement demander pardon à la population. Et nous allons revenir sur ces projets. Nous allons vraiment lire, relire, partager chaque point, chaque chapitre. Merveille. Vous savez, facturation, détournement, comment partager les responsabilités aujourd'hui? Écoutez, il faut faire très attention lorsqu'il faut partager les responsabilités. Il a cité quelques noms ici et je vais y revenir. Par exemple, je commence par Moïse Katumbi. Je le savais. Non, tu l'as dit, puis voilà pourquoi je commence par lui. Je savais que tu allais commencer par Moïse. Non, mais j'ai comme l'impression que notre ami Nyama a un problème avec Moïse Katumbi. Non, c'est toi qui es son défenseur. Je savais qu'au départ, s'il vous plaît. Vous êtes tous les deux journalistes. Vous êtes tous les deux. Attendez, Christian, attendez, Merveille. On est tous ici journalistes et je souhaiterais qu'on puisse nous différencier ou nous démarquer du débat mené par les militants des partis politiques. Il est journaliste autant que vous. Merci beaucoup. Alors à ce titre, je pense qu'on doit éviter un peu ces histoires de Cachoboué, 10e rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas élégant. Ça veut dire que notre... S'il vous plaît, ça veut dire que mon ami Nyamabo, à chaque fois, il aime ramener les débats sur les individus. Alors que nous critiquons, nous parlons des faits. Et si les individus sont liés aux faits, nous les citons. C'est lui qui a commencé par citer tous les anciens collaborateurs de M. Joseph Kabila, notamment Félix Tshisekedi, notamment, allais-je dire, s'il vous plaît, notamment Moïse Katumbi. Il peut avoir aussi raison, parce que Kabouya nous avait dit que Kabila, non, mais à un certain moment, s'il vous plaît, mais à un certain moment, Félix Tshisekedi a été collaborateur de Joseph Kabila. Augustin Kabouya l'avait dit même. Ils ont travaillé ensemble, il y a eu l'accord FCC, Cash,
Et donc, je n'ai pas menti. Contrat chinois. Voilà. Je vais en parler. Il cite Moïse Katumbi. Et lui-même dit que Moïse Katumbi, à l'époque, était gouverneur de la province du Katanga. Écoutez, ce contrat-là était signé par le gouvernement central. N'oubliez pas que les compétences sont d'attribution. En ce moment-là, le contrat a été signé par le gouvernement central. Comment vous voulez qu'un gouverneur puisse avoir une part de responsabilité? Lorsqu'on parle des responsabilités, dans ce cas, on doit parler de celui qui était le coordonnateur du projet des 5 chantiers, Moïse Ekanga. On doit parler du ministre des infrastructures de l'époque. On doit parler de l'agence congolaise des grands travaux. Du ministre des Finances. On doit parler du Premier ministre. On doit parler de l'Assemblée nationale qui avait justement validé ce projet. Et maintenant, là, si vous citez Martin Ekanga, Moïse Ekanga, laisse dire, je vais vous le concéder. Mais si vous citez Moïse Katumbi, au nom de l'honnêteté, s'il vous plaît, moi je ne suis pas en train de blaguer, je suis en train de parler sérieusement comme un analyste politique. Au nom de l'honnêteté scientifique ou intellectuelle, je pense que le nom de Moïse Katumbi ne doit pas être signé dans le contrat chinois. Il était gouverneur de la province du Katanga à l'époque. Très bien, évoluons. Il n'était pas président de la République. Aujourd'hui, je vais vous donner un élément. Est-ce que vous savez que depuis un certain temps, c'est le fils du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a été choisi comme représentant dans ce contrat chinois? Je vois que tu as des preuves. Écoutez, toi tu ne le sais pas. Non, je crois. Tu m'étonnes en tant que journaliste. Est-ce que vous savez que Martin Moïse Ekanga a été remplacé? Ça, vous le savez. Je vous pose la question, est-ce que vous le savez? Vous me posez la question. C'est Hervé qui me pose. Si vous ne le savez pas... Non. Si tu dis à Hervé de me écoutez, poser, je vais répondre. Si vous ne le savez pas, permettez que je vous... Attendez qu'il finisse. Je vous apprends dans ces cas que Moïse et vous avez dit que vous ne le savez pas. Je vous informe. Merci. A été remplacé. Voilà, et vous savez qu'il a été remplacé par le fils de notre président de la République. Anthony Tshisekedi. C'est lui qui représente maintenant le pays, la RDC, les représentants dans ce contrat chinois. Ça veut dire que s'il faut parler de part de responsabilité, lui aussi, il en sait quelque chose. Parce qu'il joue un rôle très important. N'oubliez pas que ce contrat-là a été signé dans la durée. Ça veut dire que ça a continué jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, Alingué te l'a dit. Alors, les enquêtes de l'IGF ne sont basées que sur la période où Kabila était au pouvoir, où ces enquêtes se sont prolongées jusqu'à... Les enquêtes de l'IGF, c'est depuis que ce contrat a été signé jusqu'à aujourd'hui. Alors, si tel est le cas, c'est-à-dire qu'Anthony Tshisekedi lui aussi est aussi concerné. Voilà pourquoi nos amis doivent être honnêtes lorsqu'ils citent les noms. Ils doivent citer les noms de Joseph Kabila et de Moïse Ekanga, mais également d'Anthony Tshisekedi, mais de ne pas citer les gouverneurs de l'époque. À l'époque, vous ne pouviez pas nous citer les noms de André Kimbuta, ni de Moïse Katumbi. À l'époque, il y avait beaucoup de gouverneurs, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on ne cite que les noms de Moïse Katumbi? Non, il n'y a pas de mine, mais il faut retenir que dans ce contrat-là, il était prévu que les travaux se fassent sur l'ensemble du territoire. Et ne pensez pas que c'est Moïse Katumbi en tant que gouverneur qui contrôle là-bas. N'est-ce pas question que je termine, n'est-ce pas qu'il y a la GECAMINE là-bas? Est-ce que c'est Moïse Katumbi qui gère la GECAMINE ou bien c'est le gouvernement central qui gère la GECAMINE avec son ministre de tutelle? Donc il ne faut pas confondre les choses. Les responsabilités du gouverneur sont limitées. Question, alors la SICOMINE qui est aussi impliquée dans cette affaire a accepté la perte que la RDC a subie et elle a accepté comme ça de rembourser ou de restituer au Congo 500 millions alors que l'IGF en exige 1 milliard. Est-ce que vous pensez que cette prise de position de la SICOMINE ne vient-elle pas clouer davantage Joseph Kabila et sa bande? Ici, j'aimerais parler de tout celui qui a participé
à ce contrat. Donc il faut commencer dès le début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au fils de notre président de la République. Voilà pourquoi je suis en train de dire que nous devons être prudents, nous devons aussi être responsables lorsque nous analysons. L'IGF a raison, parce que le Congo a perdu. Nous avons perdu beaucoup d'argent et les 500 millions là, ce n'est pas suffisant. Et même les 1 million, les 1 milliard que l'IGF exige là, ce n'est pas suffisant. Au regard de tout ce que les Chinois ont amassé comme minéraux, comme richesses, comme ressources naturelles ou minéraux chez nous. Donc je pense ici que les responsabilités doivent être établies et tous doivent répondre de leurs actes. Alors, on va terminer l'émission. Mais permettez que je termine. Mais il faut que l'on puisse savoir que les compétences sont d'attribution. On n'est pas citer les gens qui ne sont pas concernés, comme je suis en train de voir ici. Parce que, vous savez, lui, il a parlé de Moïse Katumbi, calmement, comme un journaliste. Mais il faut voir sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que tout le monde cite le nom de Moïse Katumbi dans cette affaire. On va terminer l'émission. Parce que tout simplement aujourd'hui, c'est lui l'opposant phare contre le président de la République. C'est lui qui est actif. Martin Fayulu, ces derniers temps, il ne se prononce plus assez. Il s'est prononcé il y a peu sur Reuters. Il s'est prononcé, mais aujourd'hui, là, c'est lui qui a plus d'impact sur le terrain. Vous avez mesuré cet impact comment? Non, mais écoutez, nous sommes journalistes. Et en tant que journalistes, nous sommes les premiers observateurs. Nous observons et sur base de ce que nous avons sur les réseaux sociaux, sur les médias. En une minute, Christian Nyamabou, je commence avec vous. J'aimerais qu'il termine une fois pour toutes et puis... Non, vous parlez et puis moi je vais terminer. C'est pas vous qui dirigez le débat, monsieur. En une minute, ça fait aujourd'hui 5 ans depuis que Rossi Mukendi est décédé, dans des circonstances brutales. Vous connaissez d'ailleurs très bien comment l'histoire s'est passée. 5 ans jour pour jour, vous pensez que les combats de Rossi Mukendi pour la liberté, le respect des textes portent aujourd'hui les résultats voulus? Merci Hervé, parce que... Rapidement, parce qu'on a terminé. J'aimerais dire que lorsqu'on part exploiter les carrés miniers dans une province, il y a toujours un gouverneur qui est là. Très bien. Ça ne veut pas dire que Katumbi n'était pas informé. Je suis heureux par le fait que j'ai touché là où les bas blessent. Hervé est mal à l'aise sur ce plateau parce que j'ai touché son Katumbi. Concernant Rossi Mukendi, il est mal à l'aise. Si tu vas nous accorder, il saura plus se défendre. Concernant Rossi Mukendi, c'est là que ça doit interpeller les opposants d'aujourd'hui qui ont fait une alliance incestueuse récemment. On a vu les blocs patriotiques. Et Koufa. Voilà. Aujourd'hui, là, sache que les alliances se font et se défendent. Ceux qui ont tué Rossi Mukendi sont en train de collaborer avec ceux qui ont marché le même jour avec Rossi Mukendi. Surtout celui qui l'avait présenté comme un badaud. Bon, je ne sais pas citer son nom. Ils sont en train de marcher avec ceux qui ont tué Rossi Mukendi dans leur règne. C'est regrettable. Je crois que ça doit nous interpeller au nom de la démocratie. Je pense que le combat de Rossi Mukendi n'était pas nul et ça doit interpeller les alliances pépérdiennes, cachobouistes ensemble pour se dire qu'aujourd'hui les Congolais ne sont pas distraits de ce qu'ils ont fait en 2018 et en 2017, 16 et autres. Très bien. Et on ne va pas leur permettre de blaguer avec cette population qui est déjà éveillée parce qu'on n'est plus borgne comme ce fut le 5 ans après la disparition de Rossi Mukendi, que reste-t-il encore des mouvements citoyens? Je pense à ce jour que les mouvements citoyens en fait ne jouent plus leur rôle comme c'était avant. Donc je vais vraiment être bref. Je pense que les mouvements citoyens ne jouent pas leur rôle comme c'était avant. Et aujourd'hui, je pense que les mouvements citoyens peuvent encore se réveiller. Nous avons besoin d'eux. Ils peuvent encore se réveiller. Et c'est tout ce que je vais dire. Ça sera d'ailleurs mon mot de la fin. Très bien. Mais également, je vais dire à mon ami Nyamabou Kabeya que Christian. être
je précise bien que être gouverneur et être informé J'ai touché là ne où ça signifie blesse. pas, Cette émission est terminée. ne signifie pas qu'on est On ne responsable. peut pas descendre dans Merci une province sans que le gouverneur Cette émission ne soit est terminée. pas au courant. Merci Katumbi en connaît quelque Être chose sur au les courant, contrats 6 communes. Et comme il les défend mieux, je crois qu'il devrait toujours tout faire pour savoir le blanchiment. L'émission est terminée. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes. Je rappelle que j'avais reçu sur ce plateau 2 professionnels des médias. À ma gauche, Merveille Baelenge Irenge, directeur général du site d'information Info Vrai, et à ma droite, Christian Nyama Boukabeya, lui il est des Communications Plus. Directeur général des grands titres. .net. Avec eux, nous avons passé en revue les différents sujets d'actualité. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Au revoir, bon week-end. Merci.